contre l'exclusion, Taazour, Mohamed Ali Sidi Mohamed a énuméré toutes les réalisations de son institution dans une cérémonie organisée à l'école Feu Jidou Ould Salek dans la Mourada de Riyad, wilaya de Nouakchott Sud. Pour parler des avancées des différentes composantes du programme d'Arazour, nous recevons ce soir sur notre plateau Dr Mohamed Aïd Ould Isselmou, qui est le coordonnateur du programme Al-Barka à la délégation générale d'Arazour, et également avec nous ce soir M. Ahmed Ould Lafdal, coordonnateur du programme Sheila. Également ce soir Dr Mohamed El Hassan Ould Zidane, Moulay plutôt, Moulay El Hassan Ould Zidane, coordonnateur du programme Takaful de Taazour. Alors, bonsoir messieurs et merci de vous joindre à nous ce soir. Avant de passer à la suite, je vous propose de suivre ce reportage d'Abdullah Adamaba qui revient sur les temps forts de l'inauguration à l'école Feu Jidou Ould Salek. L'école Jidou Ould Salek de la commune de Riyad a été réceptionnée. Cette infrastructure scolaire comprend 8 salles de classe, un bloc administratif, un logement pour les gardiens et des sanitaires. Cette école est réalisée par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour. Ce projet rentre dans le cadre du programme de cette délégation afin d'ériger 72 établissements scolaires pour faciliter l'accès à la scolarité pour les franges démunies de la société. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Taazour, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a souligné que cet établissement fait partie des 25 écoles que la délégation compte construire au niveau des 3 villages de la capitale. En plus de la construction, ces établissements vont être équipés par la délégation. Il a par ailleurs énuméré les différentes écoles qui vont bénéficier de ce programme, à savoir l'école Zahra, celle du nom d'Abdelaziz Sy de Darnem, celle de Cheikh Ahmed Abou Maali, celle de Toujinine qui porte le nom de Cheikh Tourad, entre autres. Abdallahi Ould Mahmoud Idriss, maire de Riyad, a pour sa part salué la réception de cette nouvelle infrastructure scolaire, déclarant à ce titre que les résidents démunis de cette zone ont besoin de l'éducation de cette école afin de mettre un terme aux difficultés qu'ils rencontraient dans le cadre de la scolarité de leurs enfants. Medoul Memoun, s'exprimant au nom des parents d'élèves de cette localité, a salué l'éducation de cette école, affirmant que cette zone regorge de 13 établissements privés et n'avait aucune structure d'enseignement public auparavant. Il a en outre magnifié le programme du chef de l'État. Ce projet dédié aux 3 villages de la capitale a été financé à hauteur de plus de 2 milliards de l'ancienne Ouguiya. Merci beaucoup à Abdullah Adamaba pour ce reportage. Alors, entrons dans le vif du sujet. Nous allons commencer par vous, Dr Mohamed Aïd. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du programme Al-Barka, ses spécificités par rapport aux autres programmes de Taazour? Merci beaucoup. Merci d'abord. Je tiens d'abord à remercier la Mauritanie pour nous accorder cette opportunité de parler aux téléspectateurs de Mauritanie. Avant de parler du programme Al-Barka, je pense qu'il est aussi utile de parler un peu de Taazour. La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour concrétise l'un des engagements phares de son Excellence, M. le Président de la République, Mohamed El Cheikh Ghazouani. La mission principale de Taazour consiste à promouvoir un développement intégré dans la sphère des populations pauvres et vulnérables et permettant aussi à cette population une inclusion socio-économique et l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour cela, Taazour a mis en place un plan de solidarité nationale ambitieux, mesurable, rattaché au temps. Et ce plan national de solidarité nationale a pour objectif de réaliser 3 objectifs principaux. Le premier, c'est faciliter l'accès aux services sociaux de base. Le deuxième, c'est renforcer la protection sociale. Et le troisième, l'inclusion, promouvoir l'inclusion économique. Pour arriver à ces 3 objectifs aussi, la délégation générale a mis en place 5 programmes, dont le premier, c'est le programme de faciliter l'accès aux services sociaux de base, programme Sheila. Le deuxième, c'est le programme de promouvoir l'inclusion économique, Al-Barka. Et le troisième, c'est le programme de renforcement des filets sociaux, celui de Takavoul, plus le programme de l'amélioration des cadres de vie, des couches vulnérables, le programme DARI, et le programme Tomwin, qui a pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire et la protection du pouvoir d'achat des populations les plus pauvres. Pour le programme Al-Barka, c'est un programme qui a pour objectif de soutenir une dynamique de développement local et économique dans les zones les zones de forte pauvreté. Et pour arriver à ces objectifs, le programme comprend
4 projets. Le premier, c'est le projet de filière agropastorale, dont l'objectif, c'est le développement des filières agropastorales de manière générale, tout ce qui est aménagement agricole, tout ce qui est renforcement des capacités des coopératives productives dans le pays, et aussi dans le domaine de l'élevage. Le deuxième projet, c'est celui des activités génératrices de revenus, les AGR. C'est un programme qui est très intéressant, dont l'objectif, c'est de créer de la richesse, renforcer le pouvoir d'achat des populations les plus pauvres, et à la fois aussi créer des emplois décents et durables. Le troisième projet, c'est celui de l'inclusion financière. C'est un projet dont l'objectif est d'essayer de donner, en tout cas de faciliter l'accès au microcrédit, avec une particularité d'un microcrédit Qard Hassan Ta'azour, dont l'objectif d'abord, la particularité, c'est qu'avec un taux d'intérêt zéro, et aussi ça va permettre en tout cas aux opérateurs dans les métiers précaires d'améliorer leur climat de travail, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer leur productivité et afin de créer de l'emploi au niveau de zones de forte pauvreté. Le dernier projet, c'est un projet qui est chargé de la promotion villageoise, c'est-à-dire tout ce qui est lié au renforcement de villageois en termes de formation pour le comité de gestion et autres. Ça, c'est de manière générale le programme El Barka. Alors, dites-nous où on est après l'investiture du président, ça fait quand même 3 ans. Où on en est maintenant avec la réalisation de Ta'azour? Pour le programme El Barka, déjà, c'est un programme qui a déjà réalisé au niveau des infrastructures 5 barrages en 2019, fin 2019, début 2020. Qui ont rentré en activité, en tout cas pour la campagne de 2020. Aussi, on a lancé en 2020 un programme de 12 grands barrages, dont 4, on vient de réceptionner. En tout cas, sa réception définitive sera dans les jours à venir. Et aussi, on a lancé cette année aussi un programme de 10 barrages, 10 grands barrages. L'année dernière, c'était une première dans le pays. On a lancé un programme de diguettes pour les couches les plus vulnérables, pour 221 diguettes. Et cette année, on a déjà lancé un programme pour 254. Dans le domaine de renforcement des capacités des agriculteurs, c'est-à-dire qui sont généralement des couches vulnérables de manière générale, en tout cas, Ta'azour ne s'intéresse, en tout cas, Ta'azour, son champ d'intervention est limité aux plus pauvres de la population mauritanienne. Nous avons mis en place, en tout cas, nous avons réalisé un programme qui est en phase finale, consiste à appuyer 306 coopératives productives dans le domaine de l'agriculture et aussi la pêche continentale. À la fois aussi, nous avons réalisé des projets intégrés dans certaines localités du pays pour en tout cas améliorer les conditions de vie et d'essayer de le faire en tout cas sortir de ce fléau de pauvreté afin de devenir productif et améliorer les conditions de vie au niveau de Konkoussa, au niveau de Koumbi Saleh dans la localité d'Ali Gimbe, au niveau de Yed Chehib. Aussi, nous avons mis en place une plateforme dont l'objectif d'abord de financer 2300 projets. Ce qui va permettre à plus de 10 000 membres des familles pauvres et vulnérables de profiter d'un financement assez consistant sous forme soit d'une AGR pour 5 personnes, soit d'un microcrédit qui peut être pour une personne. Et elle est en phase finale. Inch'Allah, le financement sera attribué le mois prochain. Et c'était une première aussi dans le pays parce qu'il s'agit d'une plateforme sécurisée dont l'accès est donné en tout cas à la population dans tous les communes du pays. Et aussi on a appliqué pour une première fois un scoring scientifique qui est basé sur une moyenne pondérée qui va permettre aux plus vulnérables de bénéficier de ces financements. Et je pense que ce n'est que le début. En tout cas, maintenant, on est sur le bon chemin en termes de réflexion, en termes de conception. Les stratégies sont là. En tout cas, je pense que El Barka, comme tous les programmes de Ta'azour, leur objectif, c'est d'essayer de soulager la souffrance des populations pauvres, c'est-à-dire dans la situation actuelle, et d'essayer aussi de créer de l'espoir chez ces populations afin d'améliorer les conditions de vie, mais à la fois aussi deviennent des populations productives qui vont contribuer dans le développement du pays et surtout dans le développement local, ce qui est un objectif, ce qui est en tout cas une politique du gouvernement dont Ta'azour, son rôle est toujours complémentaire et d'essayer d'avancer en tout cas dans tous les domaines où nous trouvons qu'il y a une nécessité de l'intervention de Ta'azour avec des actions bien réfléchies, des politiques bien ciblées, objectives dans l'ensemble.
Ça, c'est de manière générale. On peut après parler des autres programmes. Bien entendu. Docteur, nous allons revenir tout à l'heure sur l'impact de ces programmes sur les populations. En attendant, docteur Moulay El Hassan, dites-nous, vous êtes le coordinateur du projet Takafoul. Parlez-nous un petit peu du programme Takafoul par rapport aux attentes de Taazour et des populations. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin wa khatim al-nabiyyin, sayyidina Muhammad ibn Abdillah. À mon tour, je ne pourrais commencer cette émission sans remercier le Mauritanien de nous avoir accordé cette chance de faire connaître Taazour à travers la mission qui lui est assignée, qui vient de citer Dr Salik, et les réalisations qu'elle a faites jusqu'à présent. Ceci étant, pour compléter ce que vient de dire Dr Salik, j'aimerais dire qu'en plus des 5 programmes intégrés de Taazour, il y a un outil non moins important qui est le registre social. C'est le joyau même de Taazour et de tous les pays par conséquent. C'est un outil d'aide à la décision qui permet d'éviter tout saupoudrage des moyens matériels et financiers. Il constitue une base de données de tous les ménages vulnérables du pays et surtout les plus pauvres. C'est un outil qui a été élaboré sur une base saine, suivant une méthodologie efficace et équitable, où ce sont les ménages, ce sont les populations elles-mêmes qui ont choisi leurs pauvres selon les quotas qui leur sont attribués. Et ça n'a jamais posé de problème ni de réclamation, bien qu'il y ait un service de réclamation avec un numéro vert. Mais les réclamations ont toujours été traitées de la façon la plus correcte et la plus équitable aussi. Elle portait pour l'essentiel sur des demandes de révision de quotas, mais pas sur la méthodologie elle-même. Il faut dire que cet outil est en phase d'achèvement. Il ne reste plus que Nouakchott pour lequel la première étape, qui est le recensement, a été faite. Il reste juste à collecter les ménages susceptibles d'être dans cette base de données. Vous avez déjà des critères concernant le recrutement? On a des critères. Il faut dire qu'on a profité de la première expérience qui était de suivre un ciblage communautaire, suivi d'une collecte de données et d'un modèle économétrique proximity test qui permet d'appuyer et d'affiner la liste des ménages éligibles pour Takafoul. Et pour d'ailleurs tous les autres programmes selon les critères qu'ils auraient avancés. Pour Nouakchott et Nouadhibou, nous avons suivi une autre méthode qui est le porte-à-porte. C'est un recensement général. C'est une façon d'améliorer le ciblage, étant donné que les gens en milieu urbain ne se connaissent pas autant qu'en milieu rural. Donc ce registre social est utilisé par tous les programmes de Taazour et pratiquement tous les partenaires qui opèrent dans le domaine social, toutes les ONG de la place qui sont de grande envergure. Et d'ailleurs, sous peu, il sera, après une période moratoire, il sera obligatoirement utilisable. Ça permet aux uns et aux autres d'économiser leurs moyens financiers et le temps aussi. Parce que c'est une base où plus de 200 informations ou données sur les ménages sont disponibles. Donc, c'est un outil vraiment efficace et on aura l'occasion de revenir sur cet outil. Quant au programme Takafoul, c'est un programme de développement des filets sociaux et de l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages vulnérables. Il repose essentiellement sur des cash transferts, des transferts monétaires, qui avait commencé par un montant de 15 000 MRO, soit 1500 MRI, mais suivant les engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Qazwani, il a été décidé qu'à partir de cette année 2022, on passe de 1500 MRI à 2200 MRI, soit 22 000, pour l'année en cours 2022. Pour l'année suivante, on passera à notre palier qui sera de 29 000. Et l'année d'après, 36 000. Donc on passera de 1500 à 3600, de 15 000 à 36 000. C'est une augmentation considérable. Vous aurez à juger vous-même du montant de l'augmentation conséquente. Et ce programme
c'est fait de façon régulière chaque début de trimestre, le 1er mars, le 1er juin, le 1er septembre et le 1er décembre. Ces transferts sont assurés de façon régulière et les bénéficiaires sont servis dans un rayon de moins de 5 km. C'est dire que ces transferts concrétisent le pacte social entre les citoyens et l'État. Parce que le citoyen saura que l'État, le pays, pense à lui et lui ramène les montants qui lui sont attribués chez lui, dans un rayon de moins de 5 km. Ce programme, on peut le décliner suivant des composantes. La première, c'est le transfert régulier. Et le second, c'est, comme vous le savez, la Mauritanie, à l'instar des pays du Sahel, est exposée aux chocs exogènes récurrents qui affectent de façon très négative les conditions de vie des ménages, surtout vulnérables. Et donc, il y a une composante qu'on appelle le Ma'ouna, une composante de ce programme qui agit en période de soudure. En période de soudure, cette composante fait des cash transferts pour les ménages qui auraient été impactés par la soudure elle-même. Et on aura l'occasion de parler de la soudure de cette année et des préparatifs. Mais quel est l'impact aujourd'hui de ces cash transferts sur les populations? Je vous dirai. Oui, et en plus, il y a ce qu'on appelle le TKV régulier, TKV réactif au choc. Il agit lui aussi, ce programme, en cas de soudure ou d'impact d'un choc exogène, quelle que soit sa nature. Et il agit de façon verticale et horizontale. Verticale quand il s'agit des ménages qui bénéficient du régulier et horizontale pour élargir la base des bénéficiaires. Il y a une autre aussi composante de ce programme qui est non moins importante elle aussi, c'est la promotion socio-économique pour les ménages bénéficiaires. C'est-à-dire que pendant les périodes de paiement, des sessions de formation sont faites pour les ménages vulnérables, pour leur permettre d'adopter les meilleures pratiques d'usage afin d'éviter tout risque d'avoir une maladie qu'il aurait pu éviter. Aussi, c'est ce qu'on appelle un investissement dans les générations futures pour casser éventuellement la chaîne de pauvreté. Et ça porte aussi sur la nutrition, l'importance de la nutrition, de l'allaitement, donc toutes les bonnes pratiques, l'éducation. Il y a une autre composante qui s'occupe de l'enrôlement à l'état civil des ménages bénéficiaires du programme pour leur faciliter l'enrôlement afin qu'ils puissent jouir de leurs droits, que ce soit à l'école ou autre. Et il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, en somme, c'est de façon ramassée, si je peux m'exprimer ainsi, ce à quoi porte le programme TKV. Pour le programme pour la promotion socio-économique, elle permet d'accompagner aux ménages qui sortiraient de ce programme de pouvoir élaborer, formuler des projets qui leur permettraient de sortir de la pauvreté et de les accompagner à travers des activités génératrices de revenus qui se font de façon concertée et coordonnée avec le programme El Barka. Donc c'est une composante qui porte sur l'inclusion économique. Donc si je comprends bien, vos programmes sont en quelque sorte complémentaires. Certes, oui. Pour ce qui est, oui. C'est des programmes intégrés. D'accord. Concernant les cash transferts, j'aimerais l'impact immédiat, je veux dire, sur les populations. Est-ce que c'est vraiment une solution d'offrir à une frange de la population une aide tout de suite? Je veux dire, est-ce que ce ne sera pas après une façon que la population reste tout le temps en attente de cette aide-là? Ou peut-être peut-être que aussi avec les projets, ça se complète. Et est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça se passe? Merci de m'avoir posé cette question. Pour ce qui est d'impact, il est trop tôt de parler d'impact de façon scientifique d'impact, parce que pour cela, il faut faire une enquête, une étude. Et on n'a pas encore achevé le cycle comme il le faut. Et ça se fera à travers
la mise à jour des registres qui se prépare. Il faut dire que le registre social est en train de se préparer pour sa mise à jour, à commencer par les premières Mokata par lesquelles il avait commencé. Quant à impact, entre guillemets, si on peut s'exprimer ici, il faut dire que rien qu'à voir la joie, le bonheur que ça apporte pour ces ménages au moment du paiement, vous saurez que ça a un impact psychologique, émotionnel considérable, sans compter l'utilisation de ces moyens. Parce que nous avons fait une petite enquête des spot check où on leur pose des questions sur l'utilisation de ces cash transferts, ces montants qui leur sont affectés. Pour certains, il s'agit de montants dérisoires, mais en réalité, ce sont des montants, toute proportion gardée, considérables pour les ménages bénéficiaires. Il faut dire que ces ménages, ces montants n'ont pas été choisis au hasard. Ils ont été choisis après mûre réflexion, tenant compte du panier de la ménagère, de façon à ce que les gens ne soient pas, comment dirais-je, ne comptent pas trop sur ces montants pour rester oisifs et paresseux. Pas dépendants. Et aussi, pas dépendants. Et aussi, de façon à ce que ces transferts leur apportent, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, un soulagement, une assistance qui leur permettrait de soulager, d'améliorer leurs conditions de vie. Donc c'est de façon réfléchie que ces montants ont été fixés. Mais avec l'augmentation décidée par son Excellence le Président de la République, ça impactera encore plus fortement sur la vie des populations et sur leurs conditions de vie. D'accord. Nous reviendrons tout à l'heure également sur la coordination. On reviendra sur les réalisations. On reviendra sur les réalisations. Bien entendu. Merci. Alors, dites-nous, M. Ahmed Oulnafdal, concernant le programme Sheila. Oui, merci. Je voudrais, comme a dit tout à l'heure le docteur Salek, parler d'abord de Ta'azur, du contexte, le contexte historique dans lequel le projet est né. Pourquoi le projet est né, quelle est l'idée du projet et donc le contexte donc, dans lequel le projet est né. Le projet est un projet personnel. L'idée est une idée du président de la République qui est née à la suite d'un diagnostic très précis de la situation économique et sociale du pays et du constat qu'il existe une fracture sociale profonde qui traverse la société mauritanienne. Un fossé, un grand fossé entre les couches sociales et qu'en définitive, il existe deux Mauritanies, une Mauritanie qui se développe rapidement et une Mauritanie qui est assez en retard. Et cette fracture est une menace contre l'unité nationale, contre la cohésion sociale, et il faut y faire face de façon vigoureuse. Il faut une thérapeutique de choc. Je ne dirais pas un remède de cheval, mais en tout cas une thérapeutique assez vigoureuse qui rompt avec les politiques antérieures. Toutes les politiques antérieures ont essayé de faire face à cette fracture sociale, mais sans jamais en prendre l'ampleur exacte. Et donc, pour la première fois, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani donc a réalisé donc que c'est une fracture qui menace l'unité nationale. Et donc, pour cela, il faut cette thérapeutique très forte. Et cette thérapeutique, c'est ça justement Ta'azur. C'est ça Ta'azur. Pourquoi c'est une thérapeutique très solide, très, très puissante? Parce que c'est justement l'addition de ces 5 programmes. Ce sont 5 programmes dont chacun combat la pauvreté et essaye de son côté à recoudre le tissu social qui s'est déchiré. Et donc, il faut stopper cela. Et donc, il y a donc ces 5 programmes. Chacun donc agit et c'est l'addition de tout ça qui va donc nous faire sortir donc de la pauvreté. Donc, les 5 programmes sont les programmes que chacun des amis a rappelé tout à l'heure.
Donc le programme Sheila pour les services de base, le programme Barka pour l'inclusion économique et l'économie rurale d'une façon générale, le programme Dari pour le logement social et le regroupement villageois, le programme Tekavoul pour les filets sociaux et les transferts monétaires, et enfin le programme Temouin, qui est l'ancien programme ML, qui consiste donc à approvisionner les populations en produits de première nécessité à des prix subventionnés. Voilà. C'est donc l'addition de ces 5 programmes dont on espère la sortie donc de la pauvreté des couches donc qui en souffrent. Pour revenir de façon précise à Sheila, Sheila, c'est donc l'accès aux services de base et on en recense 4. Alors, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'hydraulique et il y a l'énergie. Et chacun de ces secteurs est structuré en projet. Donc, nous avons un projet éducation, un projet santé, un projet hydraulique et un projet énergie. L'éducation consiste en essentiellement deux grandes choses. La construction des infrastructures scolaires à tous les niveaux, le préscolaire, le secondaire, le collège et lycée. Donc la construction des jardins d'enfants, la construction des écoles fondamentales, la construction des collèges, la construction des lycées. Et ça, c'est donc le côté infrastructure. Nous avons un côté alimentation scolaire très important. Les cantines, ce qu'on appelle dans le jargon commun les cantines scolaires. Le programme donc d'alimentation scolaire, qui est très important, surtout en milieu rural. En milieu rural, c'est important qu'il existe donc des cantines scolaires qui permettent aux enfants disons, de prendre des repas sur place. Et notre programme a couvert 55 000 enfants en 2021 et en 2020-21 et couvrira 66 000 en 2021. À l'intérieur comme dans les grandes villes. Dans toutes les wilayas du pays. Donc ça c'est essentiellement l'éducation. Pour la santé, nous avons 3 composantes. Il y a la composante infrastructure de santé, la construction de postes de santé, la construction de centres de santé et leur équipement. Parce qu'une infrastructure qui n'est pas équipée, finalement, n'est pas opérationnelle. Il y a un deuxième volet très bien connu, je crois, de nous tous et du grand public, c'est l'assurance maladie. Vous savez que c'est un volet important pour le président de la République. Il a pris la décision que 100 000 familles mauritaniennes donc, bénéficient de cette assurance maladie. Je n'ai pas besoin, je crois, de développer ce point-là qui est très important. Et il y a un sous-volet de la santé qui concerne la lutte contre la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans. Nous avons un programme qui couvre à peu près les besoins de 30 000 enfants en Mauritanie, répartis aussi dans les différentes wilayas qui souffrent du phénomène de malnutrition. Nous avons un programme commun avec le ministère de la Santé, l'UNICEF et nous-mêmes, État Azur. C'est un programme tripartite. Il y a une convention tripartite. Donc pour cela. Ça c'est pour la santé. Pour l'hydraulique, ça concerne essentiellement les addictions d'eau potable. Addiction d'eau potable, c'est-à-dire les réseaux d'eau. Hein. Ça commence d'abord par un forage sur lesquels on construit un château d'eau, et puis après il y a le réseau, les tuyaux. Hein. Ça va chez les ménages, et il y a aussi il y a des abreuvoirs pour les animaux, il y a des bornes fontaines, hein,
les populations qui n'ont pas d'addiction d'eau potable. Et il y a des abonnements, gratuits pour les populations les plus pauvres. Ça, c'est dans les localités rurales, c'est important. Le problème des abreuvoirs et des bornes fontaines, c'est important en milieu rural. Donc, ça, c'est un volet. Donc, c'est un volet de l'hydraulique. Un deuxième volet de l'hydraulique, c'est le forage lui-même. Un forage, tout simplement, où il n'y a pas de... parce que il faut d'abord trouver l'eau, comme vous le savez. Donc, il faut forer. Et actuellement, nous avons un programme aussi bien de... peut-être dans un deuxième temps, on pourra revenir sur le plan de tout ça. Mais revenons justement sur les réalisations de ce programme. Je parle du dernier point qui est l'énergie. L'énergie, donc, il y a deux volets dans l'énergie. Il y a l'électrification des localités rurales. C'est important. Maintenant, vous savez que l'électricité, c'est très important pour l'éclairage domestique, mais aussi pour la production. Par exemple, les chambres froides, par exemple, les fours, par exemple, d'autres services, comme par exemple les Michelin, là, c'est important, les Michelin, il ne faut pas négliger ça. Bien entendu. Voilà. Et les derniers sous-volets du gaz, c'est les derniers sous-volets de l'énergie, c'est les gaz butane. Alors, on a des kits de gaz à distribuer pour les populations dans les milieux ruraux. C'est destiné à d'abord fournir une énergie commode par rapport au charbon de bois, et aussi c'est pour lutter contre la coupe du bois, la protection de l'environnement. Voilà, la protection de l'environnement. Alors, est-ce que vous pouvez en quelque sorte nous dresser un tableau des réalisations, surtout concernant le programme Sheila, qui vous concerne directement? Bon, très rapidement. Pour l'éducation, qui est donc le premier projet, on peut dire qu'on a 30 écoles, 30 infrastructures scolaires réceptionnées. Nous avons 44 infrastructures scolaires en cours de construction. En cours, ce n'est pas un projet, ce sont des travaux qui sont en cours à des stades variables d'avancement. Mais en tout cas, ce sont donc 44 projets. Et ça, c'est le côté infrastructure. Pour les cantines scolaires, l'alimentation scolaire, donc je vous ai dit tout à l'heure que nous avons, pour les 2 dernières années scolaires, nous avons couvert les besoins de 57 000 élèves pour la première année et 66 000 pour la deuxième année. Ça consiste en quoi? C'est une collation que les enfants prennent le matin, une sorte de petit déjeuner un peu allégé, et puis il y a un repas principal à midi, 13h. Donc ça, c'est le côté éducation. Hein. Je résume. Parfois même, je caricature parce que le temps, je crois, commence à presser. Pour la santé, on a 20 postes de santé réceptionnés et équipés. 20 postes de santé réceptionnés, équipés, distribués un peu dans tous les pays. Et on a un centre de santé qui est en construction à Elmina. Le centre de santé, c'est presque un hôpital. Il est en construction actuellement à Elmina, ici à Nouakchott. Et donc, pour l'assurance maladie, nous avons donc les 100 000 familles. Et pour la malnutrition, nous avons les besoins de 30 000 enfants malnutris, comme on dit, en Mauritanie. Pour l'hydraulique, nous avons 70 addictions d'eau potable en cours de construction, déjà lancées aussi, ce n'est pas un projet, ils sont déjà. Et nous avons 41 forages qui sont aussi des travaux. En cours de production. Oui, qui sont déjà aussi lancés. Les marchés sont déjà attribués, les entreprises sont en train de travailler sur le terrain. Pour l'énergie,
Nous avons l'électrification de 21 localités rurales, dont 12 par énergie solaire et 10 par raccordement sur les réseaux de la Somelec. Voilà. Globalement, voilà. Rapidement, nous allons revenir vers vous, Monsieur Moulay Hassan, concernant les réalisations de votre projet, le projet Takaful aujourd'hui. Il faut dire que pour Takaful, en plus des transferts réguliers, comme je l'ai dit tantôt, il y a des transferts qui se font chaque trimestre. Donc c'est des transferts qui se font de façon permanente et régulière. D'autres opérations, d'autres activités ont été réalisées. Parmi lesquelles on peut citer les 2 opérations d'envergure nationale pour l'assistance des ménages qui ont été affectés par les mesures restrictives lors de la pandémie de Covid-19. La première avait touché 206 000 ménages et la seconde 210 000 ménages. Et là, permettez-moi de dire que n'eût été le registre social, cette opération n'aurait pas pu avoir lieu dans les délais parce que cette opération a été exécutée à peine moins de 10 jours après la déclaration de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et il y a le Maouna pour l'année dernière, où un peu moins de 4 milliards d'euros ont été attribués ou affectés aux ménages qui ont été impactés par la soudure. Il y a aussi les sinistrés d'Ad el-Bagro. Quand vous dites la soudure? La soudure, c'est en période de sécheresse. Les ménages qui ont été affectés... également de la période de Covid? Non. Le Covid, c'est un choc exogène, on peut le citer comme choc, mais la soudure, c'est les ménages qui ont été affectés par la sécheresse. On a les sinistrés d'Ad el-Bagro qui ont été affectés par les inondations et qu'on a pu assister dans les plus brefs délais, aussitôt qu'on avait reçu la liste des ménages qui ont été affectés par ces inondations. Moins de 24 heures, 48 heures, on était sur le terrain pour les assister à Ad el-Bagro. Pour aussi le Djaouling, lors de l'apparition de la grippe aviaire dans le parc national de Djaouling, on a pu assister 300 AGR, 300 personnes qui profitaient des activités au niveau de ce parc. Les musiciens, les artistes musiciens aussi qui ont été affectés par les mesures restrictives lors de la pandémie. Donc il faut partie du programme Takaful également. Tout ça fait partie du programme Takaful. On a aussi Takaful réactif au choc l'année dernière, où un montant de pratiquement 700 millions d'euros ont été attribués. Les kits alimentaires aussi lors de la première opération de Covid à Nouakchott. Ça, c'est Takaful aussi. Pour ne citer que ces opérations, Takaful se tient toujours prêt à assister le moment venu tous les ménages ou toutes les populations qui seraient affectées par un choc exogène, quelle que soit sa nature. En plus de cela, on peut résumer actuellement, on se prépare pour un paiement régulier au cours duquel 2,147 milliards 12 000 ouguiyas seraient distribués. C'est un montant considérable, rien que pour le mois de juin, au profit des ménages vulnérables. Et compte tenu aussi de la situation qui prévoit actuellement suite à la soudure de cette année, qui est la pire soudure selon les données nationales qu'a connu le pays depuis 2012. C'est la pire au niveau situation alimentaire et nutritionnelle. Tazor se prépare à assister de façon considérable tous les ménages qui sont affectés et qui tournent aux environs de 69 000 ménages. 65 000, je termine sur le plus, 65 000 dans le cadre de Maouna et 4 000 pour Takaful réactif au choc. Et ce montant tournerait autour de pratiquement 7 milliards d'euros. Et l'ensemble des moyens qui ont été jusqu'à présent, depuis la création de Tazor, affectés ou attribués à ces ménages, ou qui les seraient avec l'opération de juin, tournerait autour de 34 milliards 162 millions 656 610 euros. Il me semble que jamais dans l'histoire du pays ce montant n'avait été attribué de façon directe et incontestable
Elle n'a jamais été contestée parce que la traçabilité est garantie aux ménages vulnérables, et surtout sans faire de queue, sans faire tout en tenant compte de la dignité humaine même. Ces ménages sont servis de façon qui respecte leur dignité. Et le montant est considérable. Imaginez-vous, 34 milliards 162 millions 656 610 MRO. Et c'est traçable. Personne ne peut nier que ça, parce qu'avec la plateforme qui a été, il faut dire aussi, vous et là je du profite aussi, social. voilà, permettez-moi aussi de dire que le registre social a développé une plateforme qui garantit la traçabilité de toute l'opération, à travers laquelle on peut suivre l'opération à neuf ou c'est en ligne sans couverture de réseau, et même aussi avec couverture de réseau, à travers laquelle on peut savoir la machine, la tablette avec laquelle le paiement a eu lieu, le positionnement géographique par GPS. Et le paiement s'est fait selon quel mode est-ce, suivant la carte nationale d'identité ou par numéro de téléphone. Aussi, on a l'empreinte, toutes les données sur... donc, ça ne peut pas être nié. C'est traçable. Et cette plateforme a été utilisée par les partenaires et par les opérateurs. Et là, permettez-moi de dire aussi que le registre social au niveau régional est connu, et des missions qui viennent régulièrement pour s'inspirer de l'expérience des registres sociaux et du programme Tekawul. Pas plus tard qu'il y a de cela 2 semaines, nous avons reçu une importante délégation du Burkina Faso, présidée par Madame la secrétaire générale d'un département qui s'occupe des affaires sociales au Burkina, avec des directeurs généraux. Ils ont séjourné avec nous une dizaine de jours pour s'inspirer de notre expérience pour ce qui est de Tekawul. Excusez-moi que je termine. Ce n'est pas le seul pays. Il y a aussi le Niger, le Tchad, le Sénégal, le Togo qui nous demande à travers des correspondances, et même aussi à travers des séminaires et puis aussi des conférences. Dernièrement, une conférence où il y avait 5000 participants dans différentes langues. Le cas de la Mauritanie a été exposé. D'accord. Concernant le registre, comment cela se passe pour la collecte des données, par exemple, le registre social? Pour la collecte de données se fait avant, suivant les milieux ruraux. Les équipes du registre arrivent dans la localité. Et chaque localité a un quota qui lui est attribué suivant les résultats des enquêtes permanentes sur les conditions de vie des ménages. Il faut dire que nous travaillons suivant les données de l'ANSAD, ex-ONS. Arrivé au niveau de la localité, les populations sont regroupées en assemblée générale. Il y a un recensement de tous les ménages de cette localité. Et une fois recensés, ils sont regroupés en assemblée générale. Et au cours de cette assemblée générale, on leur demande de nous définir les critères de pauvreté, leurs propres critères de pauvreté. Vous savez, les critères de pauvreté changent d'un milieu à un autre, selon qu'on est au nord, au sud, à l'est. Parce qu'avoir une pirogue dans la vallée du fleuve, ça peut être considéré comme une richesse. Avoir une charrette ou une voiture ailleurs, ça peut être considéré comme un critère de richesse. Ceci étant, les populations définissent elles-mêmes les critères de pauvreté. Et à ce moment-là, nous leur demandons, la première des conditions, qui est une condition sine qua non, est qu'il faut un minimum de 70% de la population de la localité qui doit être présente. Après, il se retire, il désigne un nombre de représentants, de sages qui vont superviser le déroulement de l'opération. Et après, on demande à d'autres personnes de se retirer et de nous établir la liste des ménages qu'ils considèrent comme étant les plus pauvres selon le quota qui leur a attribué. Cette liste est élue devant l'Assemblée générale pour permettre de l'appuyer ou de la valider. Il se pourrait que par inadvertance, des ménages sont inclus, et auquel cas, l'Assemblée leur dit que tel ménage est moins pauvre que l'autre ménage. Et vice-versa, d'autres peuvent être exclus, et on les rajoute. Une fois la liste validée, les sages signent, et on prend leurs coordonnées,
Et nous avons pour le moment, quand je dis nous, le registre social a maintenant dans l'ensemble des localités du pays des points focaux, des sages. Donc, une fois cette opération qu'on appelle ciblage communautaire achevée, les équipes, les animateurs sociaux du registre reviennent au Bercail, au bureau ici. Et après, une enquête qu'on appelle collecte de données revient dans la localité pour leur administrer des questionnaires. Un ensemble de collecte, un ensemble de données socio-économiques sur les ménages. Cette méthode aussi, cette opération est appuyée ou renforcée par une troisième opération qui est le proximity test. C'est des variables que le registre a, qu'il garde secret pour trier ou pour sélectionner les ménages les plus vulnérables. C'est une façon de valider la collecte de données. Après, tous ces ménages sont intégrés dans la base de données du registre. Et après, ça c'est en milieu rural. Après, ils sont classés. Et ces ménages deviennent éligibles pour ce qui est de TACAVUL selon le quota. Toutefois, il se pourrait que d'autres ménages qui ne profitent pas de TACAVUL profitent d'autres programmes, de TAZUR ou d'autres opérateurs ou d'autres prestataires ou d'autres programmes. Pardon. Ça, c'est un milieu rural. Un milieu urbain, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous l'avons déjà expérimenté au niveau de Dakhlet Nouadhibou et ça a donné de très bons résultats. Maintenant, nous le faisons aussi à Nouakchott. Nous allons essayer de brosser rapidement l'impact de tous de vos différents des différentes composantes du programme TAZUR au vu de ce que nous avons entendu ce soir. Comment quantifiez-vous, le projet ou le programme plutôt TAZUR vis-à-vis des réalisations et ce qui reste à faire aujourd'hui, docteur? D'abord, je tiens à préciser certaines données qui vont, en tout cas certains indicateurs qui vont nous aider à comprendre d'abord la pertinence du cash transfert. C'est un montant assez important. Et à la fois aussi d'appuyer ce que Ahmed vient de dire par rapport à la réflexion ou à l'idée TAZUR elle-même. Ce qu'il faut noter, c'est que le pouvoir en place, il est arrivé au pays où il y avait une situation quand même très alarmante. Très alarmante. Et quand on regarde les données de l'EPCV 2018, vous avez un taux de pauvreté de 28,2%. C'est-à-dire le tiers de la population mauritanienne est pauvre. Et quand on regarde aussi la pauvreté... Ah oui, c'est en 2018, l'EPCV 2018. C'est-à-dire avant l'arrivée du pouvoir actuel. À la fois aussi, il faut ajouter à ça que cette pauvreté aussi cache en elle-même un niveau de dispersion très élevé. Vous avez 41,2% de taux de pauvreté au niveau rural et vous avez 14,4% au niveau urbain. À la fois aussi, il y a des données qui vont nous aider à comprendre l'idée même de créer TAZUR elle-même. Parmi ces indicateurs, vous avez, quand vous regardez au niveau des pauvres, au niveau de la société sociale, on constate que 55% parmi eux vivent toujours dans un habitat très précaire. Khaïma ou Brag ou Barak ou autre, ou Kaz ou autre. C'est-à-dire vraiment, c'est vraiment touchant. Autre indicateur très intéressant, c'est quand on regarde aussi l'accès à l'électricité. Vous avez 83,7% des populations pauvres qui n'ont pas accès à l'électricité. Et quand vous regardez les pauvres dans le pays, vous regardez que parmi eux, 41,9% parmi eux se trouvent très éloignés d'un poste de santé, plus de 5 km d'un poste de structure de santé. À la fois aussi, vous avez comme indicateur très touchant, 67% des pauvres n'ont pas accès à l'eau par robinet. Ces indicateurs, quand on les regarde comme ça, on comprend que la création de TAZUR, c'était une idée ou une approche en tout cas très pertinente qui a quand même décortiqué la situation du pays, qui a quand même parti d'un diagnostic très profond, très pertinent et qui comprend en tout cas que, comme disait Ahmed, que il y a deux mondes dans notre, c'est-à-dire il y a deux Mauritanie au niveau de notre pays. Et dans ce cas, c'est là où l'idée de TAZUR trouve son importance et en tout cas son impact sera jugé après. Par rapport, quand on voit ces indicateurs, on comprend la pertinence, parce que beaucoup de Mauritaniens parlent du cash transfert comme il s'agit de l'argent jeté par la fenêtre, excusez-moi le terme. C'est que les gens ne comprennent pas, en tout cas certains ne comprennent pas que le cash transfert c'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours existé.
Quand on regarde, excusez-moi du terme, quand on regarde l'ajustateur d'équilibre macroéconomique dans tous les pays du monde, il y a toujours un ajustateur qu'on appelle transfert. Ce transfert peut prendre deux formes. Il peut être à la fois un appui aux produits de denrées de premiers alimentaires. À la fois, il peut prendre la forme des cash transferts, comme des allocations familiales, qui ont toujours existé en France, aux États-Unis, dans d'autres pays, des allocations au chômage, des allocations aux personnes vulnérables. Et dans ce cas, notre pays n'a jamais connu ce genre de transfert. Il a connu le programme ML Temouine actuellement. Et les gens, quand ils ont vu le cash transfert, ils l'ont pas apprécié à sa juste valeur. Ce cash transfert, c'est une façon d'abord de faire justice au niveau du pays. Parce que c'est une façon de faire une redistribution de richesse du pays. À la fois aussi, ça permet dans la période de crise de booster la demande intérieure au niveau de l'économie nationale, ce qui a un impact très intéressant sur l'économie nationale dans la période du Covid et après le Covid maintenant au niveau de la conjoncture mondiale aujourd'hui, au niveau de la guerre à l'Ukraine. Et quand on regarde cette logique-là, on comprend l'intérêt de ce cash transfert sur la population la plus vulnérable au niveau du pays. Ce qu'Ategazour aussi fait, ce n'est pas seulement le cash transfert, comme disait le docteur Moulay avant, on donne du cash transfert, mais on l'accompagne après. Et ce cash transfert, il est aussi conditionné. Il n'y a pas longtemps, la Mauritanie a été citée, le docteur le connaît, a été citée avec l'Égypte et Seychelles comme un exemple pour le cash transfert dans l'Afrique, au niveau de l'Afrique. Et dans ce cas, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, très important pour le pays et pour la population pauvre, notre population, c'est-à-dire pauvre, qui subit quand même un peu d'injustice depuis quand même certaines décennies. Et dans ce cas, c'est normal de voir ce cash transfert et qui sera aussi accompagné par des projets AGR et des microcrédits qui vont quand même faire d'une manière que ces pauvres vont basculer de la nécessité vers la productivité. En tout cas, c'est ce que nous cherchons au niveau de Teazour. Ajoutant à cela aussi deux programmes dont les coordinateurs ne sont pas avec nous, c'est le programme Temouine et celui de Dari. Temouine, quand même, Teazour a assuré l'approvisionnement de 1754 boutiques au niveau du pays. Cet approvisionnement aussi, il a une particularité, c'est qu'avec cette conjoncture économique aujourd'hui qui est difficile pour les pays du monde, la Mauritanie, en tout cas le gouvernement mauritanien, a gardé le même prix, mais aussi les mêmes quantités. Et ça, c'est quelque chose de vraiment de salier. C'est que d'autres pays dans la sous-région, et même dans d'autres pays du monde, ont quand même trouvé que c'est difficile de continuer à appuyer les couches les plus vulnérables. Et c'est le même cas aussi pour l'appui, pour le soutien au prix des hydrocarbures, que certains pays, même des pays du Golfe, que quand même le prix à la pompe a augmenté dans des pays à l'Europe aussi. Et dans ce cas, notre pays, on garde toujours le même prix d'hydrocarbures à la pompe. Tout ça, quand on le regarde, on voit que c'est un ensemble d'actions dont l'objectif quand même, c'est de garder la dignité et aussi à la fois comme objectif final, assurer le bien-être de la population mauritanienne de manière générale et surtout la population la plus pauvre, qui est vraiment le souci de son Excellence, M. le Président de la République. Autres chiffres aussi qui nous donnent l'idée de comprendre l'intérêt de Teazour et la pertinence de ce qu'on fait. Nous avons 1779 localités dans le pays dont le taux de pauvreté est supérieur à 60%. Et nous avons 7416 dont le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne nationale, ou égal à la moyenne nationale. Quand on voit ces chiffres-là, on comprend l'intérêt de Teazour et l'intérêt même de créer Teazour parce qu'elle aura certainement quand même un rôle à jouer aujourd'hui, en tout cas dans le premier mandat de son Excellence Président de la République. Et en tout cas, l'impact de Teazour, on l'aura qu'après. Maintenant, avec ce qu'Ahmed vient de citer comme réalisation au niveau de l'éducation, au niveau de l'énergie, au niveau de l'hydraulique, au niveau du cash transfert, au niveau de Temouine, au niveau de Dari qui va, en tout cas le projet Dari qui sera lancé très prochainement. Déjà, les plans architecturaux ont déjà été élaborés, l'étude de faisabilité est déjà finalisée. Et dans ce cas, c'est un projet aussi qui est extrêmement important pour la population de notre pays. C'est l'habitat social qui sera une première pour 10 000 logements pour les pauvres et pour quand même les plus vulnérables de la population nationale. Pour l'impact des programmes d'une manière générale, comme disait Moulay Hassan avant, il est difficile d'évaluer un impact pour un programme qui est en cours. Mais en tout cas, quand on regarde le cash transfert que notre pays a mis en place comme un instrument de la protection sociale, en tout cas, il y a une seule évaluation qui a été faite à Sri Lanka qui a donné des résultats très pertinents. D'ailleurs, aussi, il y a un problème, il y a une question qu'on doit poser. Généralement, quand on cherche à évaluer l'impact du cash transfert, on doit demander aux bénéficiaires. Et dans ce cas, beaucoup de Mauritaniens, en tout cas, certains Mauritaniens parlent que ce cash transfert n'est pas tellement pertinent. Mais il faut poser la question aux bénéficiaires eux-mêmes. Ils vont vous dire que c'est vraiment pour eux, c'était une aubaine. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire, qu'ils n'ont jamais vu.
avec aussi leur dignité, avec aussi le sentiment de l'appartenance à la nation, ce qu'ils n'ont jamais senti avant. Et dans ce cas, c'est vraiment intéressant. D'une manière générale, quand on regarde l'impact de tous les projets, que le programme que nous avons au niveau de Taazour, je pense que c'est une approche intégrée, dont l'objectif, c'est vraiment arriver à l'objectif final, qui est le bien-être de la population, et surtout la population la plus pauvre. Et je pense que nous sommes dans le début, nous sommes vraiment au mi-mandat de son Excellence de la République. Mais en tout cas, ce qui est déjà réalisé est quand même assez important. Quand on regarde les chiffres parlent eux-mêmes. Et quand on voit aussi l'impact, certainement, Taazour a contribué aujourd'hui dans tout ce qui est lié aux infrastructures scolaires, la santé, l'économie, le social. Et je pense que... Merci beaucoup, docteur Mohamed Ali. Allez-y. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que, en tout cas, le projet Taazour est très bien monté. Très bien, le montage. Concernant les perspectives Non, concernant l'architecture elle-même de Taazour, le fait que Taazour cherche à combattre la pauvreté en apportant aux pauvres des services de base, tels qu'on les a définis, en développant leur économie locale, en leur faisant des cash transferts, en les approvisionnant avec des denrées, de première nécessité subventionnées, en les aidant dans l'accès pour l'accès au logement social et pour le regroupement. Je crois que ces cercles ainsi fermés aident incontestablement à sortir de la pauvreté. C'est vrai, comme vient de faire allusion à cela docteur Salek, c'est vrai qu'au bout de 3 ans, personne ne peut prétendre avoir réussi tout son programme. On ne peut pas dire qu'on a fait sortir la population mauritanienne, les pauvres de Mauritanie, de leur pauvreté en 3 ans. Mais en tout cas, on a avancé sur les différents plans. Et aussi, Taazour, en tout cas, possède tous les atouts pour réussir. Les atouts, c'est quoi? C'est la clarté de la stratégie, la clarté des objectifs, les ressources humaines de qualité, et surtout les financements. Merci beaucoup, messieurs. J'aurais aimé pouvoir vraiment étaler cette discussion, mais voilà, le temps nous rattrape. Merci beaucoup à vous, docteur Mohamed Ahid Isselmou. Vous êtes le coordinateur du programme El Barka. Merci également à vous, monsieur Moulay El Hassan Ould Zeidan, coordinateur du programme Takavoul. Et merci également à vous, monsieur Ahmed Ould Lafdal, coordinateur du programme Sheila. Et voilà, tout ceci constitue le programme Taazour. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.